Le gouvernement camerounais communique-t-il assez à temps et à la satisfaction générale? Sur quoi se fonde cette communication? Ces interrogations font suite à la tenue ici même à Yaoundé de la 5e édition du Salon de l'action gouvernementale, désormais rebaptisé La Vitrine du Cameroun. À l'heure où les réseaux sociaux tendent à forger l'opinion, à l'heure où les événements sociopolitiques et économiques s'enchaînent, le temps du gouvernement peut-il s'adapter au temps des médias et de l'opinion? Communication gouvernementale à l'offensive ou à la défensive? Scène de presse s'interroge. Également au menu de votre émission ce soir, vos rubriques habituelles, la revue de presse de Régine Gladys Lebouda. En portrait, Monique Félicité, tu nous emmènes à la rencontre du tout premier directeur général du complexe industriel-portuaire de Kribi, Patrice Barthélémy Melon. En focus ce soir, le ministre des Transports, Edgar Alain Mbongo, qui nous expliquera les logiques qui sous-tendent la nomination des nouveaux responsables à la tête des entreprises dont il assure la tutelle. Également en focus, le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakari, pour décrypter les clés de la communication gouvernementale au Cameroun. À suivre enfin l'image collatérale de Pierre Evembe et les unes du lundi de Martine Noël Ndengue. Mais avant, je vous suggère de découvrir notre panel du soir, mise en scène par Christelle Avom. Voici le conseiller technique numéro 2 au ministère de la Communication, Dr Mabou Mabou, l'ancien secrétaire général de l'École des sciences et techniques de l'information et de la communication. Defenounamo, comme on l'appelle au village, est un ancien étudiant de l'Université de Paris 4 et de la Sorbonne en France. Il est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication. Mais ne soyez pas surpris de l'entendre parler de politique parce que ça l'intéresse beaucoup. Aboudi Otto Aristide est journaliste diplômé de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion ISTAG. Directeur d'exploitation du journal Intégration, Abouti, le geek, est aussi diplômé en informatique de l'Université de Yaoundé 1. Jumelez ces deux qualifications et vous obtenez le journaliste politique update qu'il est. Outre CamerounActu.net, il a baladé sa plume à RTS et a travaillé pour le cabinet Media Survey Communication. C'est donc à un journaliste aux multiples facettes qu'on a affaire ce soir. Dr Lom Jean-Hugues est un économiste, vice-doyen chargé de la programmation et du suivi des activités académiques. Il est aussi le chef de département de l'économie publique à la faculté des sciences économiques et de gestion de l'université de Maroua. Consultant pour plusieurs organismes internationaux, l'économiste s'est mis au vert. Il est membre des sociétés africaines et internationales d'économie écologiste. En 2016, il publie le rapport de consultation sur l'analyse des besoins de financement pour la faune et les aires protégées au Cameroun. Ce soir, l'expert nous donne plus de détails. Éditorialiste au nouveau tabloïd Signature, Roger Betala a longtemps été la voix économique à l'Office national de radiodiffusion. En effet, avant d'être rédacteur en chef adjoint CRTV Radio, Rogers, comme l'appellent affectueusement ses amis, a été pendant 11 ans le patron du service économie. Il est président de l'Association des journalistes économiques du Cameroun. Il a aussi été consultant au service de compétitivité. Laissez entrer l'artiste. Jackson Samuel Njike est journaliste diplômé de l'École supérieure de journalisme de Lille. Cet ancien reporter de CRTV, RFI et TV5 connaît bien l'univers politique africain francophone. Consultant à l'OIF, il a travaillé à l'émergence du secteur audiovisuel en Afrique et en Asie. Jackson Njike est aussi l'ancien directeur général de Canal Sat Horizon Cameroun. L'auteur de Civilisation progressive de la francophonie croise le verbe ce soir. Merci Christelle. Nos invités répondent tous présents. Premier arrêt dans cette édition de Scène de presse, la revue de presse que signe Régine Gladys Lebouda. Ça carbure dans les transports cette semaine. Dès mardi, la presse se fait l'écho des nominations à la tête de Camerco avec Mefiro Oumarou au sommet du conseil d'administration et Ernest Dikoum comme directeur général. La nouvelle équipe managériale installée lundi dernier prend la pose d'un baromètre communautaire. L'hebdomadaire rappelle que ce changement de dirigeant à la Camerco
intervient quelques semaines après que le chef de l'État ait validé le plan de relance concocté par Boeing Consulting. Ernest Dikoum sera donc le 6e DG de la Camerco en 5 ans. Pour le quotidien Émergence, le chiffre reflète les turbulences que vit la compagnie aérienne camerounaise depuis quelques années. Le jour préfère voir au-delà des hommes et recense les vrais problèmes de Camerco. Suspension de vol, dettes explosives, déficit d'exploitation, flotte rachitique ont fait de la compagnie aérienne un boulet pour l'État camerounais. Mais pour les observateurs, avec de la rigueur et de la discipline, les nouveaux patrons pourraient bien sortir la Camerco de l'agonie. Loin de l'agonie, mais pas moins malade, le port autonome de Douala découvrait mercredi dans Cameroun Tribune son nouveau directeur général, Cyrus Ngo. Mutation esquisse le profil de ce fils de Moussa Mena, chargé de mission à la primature et ancien coordonnateur du projet d'exploitation du fer de Mbalam. La nouvelle expression souligne qu'à 50 ans, le nouvel homme fort du PAD a du bagage en matière de gestion des affaires portuaires. En portrait dans le quotidien de l'économie, le successeur d'Etunzi Oyono a suivi plusieurs projets structurants au rang desquels le port en eau profonde de Kribi, qui lui aussi accueillait mardi son nouveau manager. À Bonport, Patrice Melom rentre dans l'histoire comme le tout premier directeur général du port autonome de Kribi. À en croire le jour, l'homme de 55 ans prend les rênes d'un projet qu'il porte depuis 2012 en tant que coordonnateur de l'unité opérationnelle du complexe industrialo-portuaire de Kribi. Il lui reviendra d'ancrer le port de Kribi au cœur de toutes les transactions logistiques en Afrique centrale et au-delà. Bonne nouvelle jeudi dans Cameroun Tribune. La vente de poulet peut officiellement reprendre dans les marchés de Yaoundé, après la levée mardi dernier de l'interdiction de vente de volailles dans le Fundi. À en croire le messager, l'ouverture reste limitée aux 10 marchés préalablement nettoyés et stérilisés. Mais le commerce tarde à reprendre des couleurs. Reprise timide constatée par le jour en raison du prix élevé de la volaille. Dans le quotidien Émergence, les aviculteurs revendiquent les subventions promises par l'État pour compenser les pertes enregistrées durant la crise. Mutation rappelle les péripéties de l'épizootie depuis sa détection au complexe avicole de Vokbeti. Vendredi, le casse-tête de la rentrée orne l'oreille gauche du quotidien Le Jour. Le journal décrypte les formules pour préparer la rentrée scolaire. Crédit scolaire, tontine, stage de vacances aident à soulager les anxiétés parentales à quelques jours de la rentrée. Dans Cameroun Tribune, la bataille pour assainir le secteur éducatif ne fait que commencer après la fermeture de 75 établissements secondaires le 16 août dernier. Le messager, lui, se mue en conseiller d'orientation pour proposer quelques créneaux attractifs aux nouveaux bacheliers. Le dossier guide résume en 6 points les sentiers parfois escarpés du milieu universitaire camerounais. Bonne semaine et à dimanche sur la scène. Merci Régine Gladys Le Bouddha et place nette donc à la première une de cette édition de Scène de presse. Nous parlons des avancées du Cameroun vers l'émergence. Alors docteur Jean-Hugues Lhomme, d'entrée de jeu, dites-nous quelles sont les conditions à remplir par un pays qui veut atteindre l'émergence. Merci Lucrèce. Bonsoir à mes companélistes, bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. Vous posez la question de savoir quelles sont les conditions à remplir pour un pays qui veut aller vers l'émergence. Il faut dire d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de définition nette, précise. Et c'est un concept qui émerge de la Société financière internationale, qui est une filiale du groupe de la Banque mondiale. Donc c'est pour ça, tantôt dans le jargon, on entend parler de marché émergent, d'économie émergente, de zone émergente, d'espace émergent. Mais il y a un certain nombre de caractéristiques, notamment 2, qu'on retient généralement lorsqu'on parle d'économie émergente, lorsqu'on parle de pays émergents. Premièrement, il y a la croissance rapide, c'est-à-dire la croissance doit être importante. Généralement, on parle de croissance à 2 chiffres. Sur quelle période? Sur 10 ans? Généralement sur 10 ans, parce que lorsqu'on prend l'historique des pays qui sont qualifiés aujourd'hui d'émergents, et notamment l'exemple qu'on prend très souvent, pour parler de pays émergents, les pays qu'on regroupe
sous le cycle de BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, Chine, Inde, South Africa, dans l'Afrique du Sud, généralement, c'est des pays qui ont réalisé des performances économiques en termes de croissance du PIB important sur une période décennale, donc généralement à moyen terme, comme le disent les économistes. Deuxième chose, donc deuxième critère, c'est la capacité de ces pays à attirer les investissements directs étrangers, c'est-à-dire pouvoir lever des fonds au niveau international. Donc ces pays doivent offrir des garanties, parce que vous voyez, quelqu'un qui fait un investissement doit être rassuré que tôt ou tard, il pourra rentrer dans son investissement. Donc il faut créer des conditions pour rassurer les investisseurs, et ça s'accompagne généralement d'un marché financier qui est développé, ce qui n'est pas souvent le cas dans nombre de pays où le marché financier est même... Bon, généralement, il n'existe pas pour beaucoup de pays de nos pays. Donc voilà, globalement ramassé. Mais bon, on va ajouter, en fonction des documents que vous consultez, on va ajouter des réformes institutionnelles, on va ajouter la qualité des ressources humaines, on va ajouter l'ouverture du marché, parce que quand vous prenez ces BRICS-là, généralement, c'est des pays qui ont une population importante, c'est des pays qui ont une zone, donc qui ont des possibilités d'échanger, donc qui ont des possibilités d'acquérir des parts de marché à l'international. Donc il faut cette capacité à déjà pouvoir satisfaire la demande intérieure dans la demande nationale, qui existe déjà, et pouvoir acquérir, aller grappiller des parts de marché des pays dits industriels. Alors, Roger Betela, qu'est-ce qu'on peut considérer comme avancé au Cameroun après avoir écouté ces critères, appelons-les comme ça, ces critères énumérés par le docteur Jean-Hugues Lhomme? Alors, qu'est-ce qu'on peut considérer dans notre pays comme avancé vers l'émergence? Je répondrai à cette question en essayant déjà d'essayer la définition qui peut nous convenir, parce qu'il y a tellement de définitions, comme il a dit, concernant l'émergence, qu'il faudra tout un après-midi pour qu'on essaie de voir quelles sont les avancées par rapport à chaque définition. Si nous prenons la définition la plus simple, c'est-à-dire une économie en développement dans un marché libre, dans un environnement libre, qui résume un peu tout ce qu'il a dit, on peut se rendre compte qu'au Cameroun, les APE que le Cameroun signe vont dans la ligne de l'émergence, parce que ça libéralise davantage le marché. Donc c'est l'un des critères importants de ceux qui ont créé l'émergence, parce qu'il faut comprendre que l'émergence a été créée au lendemain de la crise de 1980. C'est que les pays industrialisés se sont rendus compte que le protectionnisme pouvait empêcher leurs entreprises d'accéder au marché des pays en développement. Ils ont donc créé une catégorie qu'on appelle économie émergente, c'est-à-dire ces économies qui sont capables d'influencer le marché international tout en laissant leur marché libre. Donc l'émergence n'a pas été créé pour que les Africains se développent, pour que les Africains en fassent un critère de développement. C'était un critère qui donnait un peu de prestige à un certain groupe de pays dans lesquels les pays industrialisés voulaient voir leurs entreprises entrer. Donc au Cameroun aujourd'hui, les APE, même si ça a des inconvénients, entrent dans cette volonté de ceux qui ont créé l'émergence, de faire de vous émergence, c'est-à-dire vous avez déjà un marché plus ouvert. Deuxième chose, deuxième critère, il y a le taux de croissance. Le taux de croissance de l'économie camerounaise, vous avez dit en 2015, c'est 5,9. Ça dépend déjà des 5,5 prévus dans le document de stratégie pour la croissance et l'emploi au cours de la première décennie 2010-2020, qui est le taux moyen 5,5, soit il y a 5,9, ça veut dire qu'il commence déjà à atteindre bientôt sera 6. On peut espérer que peut-être d'ici 2020, parce que l'horizon c'est 2020, peut-être ce sera 7 ou 8. Et puis il y a d'autres choses, c'est-à-dire la capacité du pays à pouvoir mettre en place un tissu industriel qui lui permet d'agresser les marchés occidentaux. Qui est plutôt embryonnaire, on y reviendra. La capacité à mettre en place un tissu industriel. Et je dis, les barrages qu'on crée, les ports qu'on ouvre, sont des éléments qui permettent à une économie de permettre à ces entreprises d'avoir les intrants, parce que l'offre d'énergie, l'offre des services portuaires sont des intrants qui permettent aux entreprises d'être plus performantes. Donc au Cameroun, il y a quand même de plus en plus des indices qui montrent que
le pays est sur la voie de l'émergence, c'est-à-dire sur la voie d'une économie qui de plus en plus pourra retrouver ses produits sur les marchés internationaux et qui de plus pourra se libéraliser. Et je dis ceci, l'émergence n'a pas été créée pour que ce soit un concept d'une économie de développement, c'est-à-dire un processus qui permet à une économie d'être à un certain niveau. Ça a été créé pour les industrialiser, de pouvoir donner un poste prestigieux. C'était les NPI, les nouveaux pays industrialisés qui sont devenus émergents. Vous avez ce titre, vous dites que vous ouvrez leur marché. En fait, c'était pour eux. Alors, je voudrais qu'on s'arrête un peu sur le secteur de l'énergie à Boudiotou. C'est quand même l'un des secteurs où le Cameroun semble réaliser quelques avancées. Bon, je ne sais pas si je peux dire un mot sur le taux de croissance. Il faut dire que le DSE, qui est, disons, le document qui contient les actions à mettre en œuvre sur 10 ans, 2010-2020, dans le cadre justement de l'atteinte de l'émergence, a prévu des taux de croissance précis. En 2010, on aurait dû avoir une croissance de 3,1. On en a eu 3,3. En 2011, on aurait dû avoir 4,8. Ça, c'est les taux de référence du DSE. On en a eu 4,1. En 2012, on aurait dû avoir 5,3. On en a eu 4,6. En 2013, de 2013 à 2020, on aurait dû avoir une moyenne qui va au-delà de 6 points. Et en 2013, on a eu 5,5. En 2014, 5,5. Et en 2015, on projette 5,9. On augmente quand même à partir de vos chiffres-là qu'il y a quand même une amélioration au fil des années. Ce n'est pas ce qui est prévu, mais il y a quand même une amélioration. D'accord, il y a une amélioration, mais il faut bien voir les objectifs fixés. Parce que quand on fait une évaluation, on ne peut pas fermer les yeux sur les objectifs. Tout à fait. Donc, l'autre chose par rapport à l'ouverture des marchés, il faut dire que le problème avec le Cameroun, c'est le timing. À quel moment faut-il ouvrir son marché? C'est ça le problème. Vous avez écouté Betala, il a dit qu'on ouvre le marché lorsqu'on a une industrie déjà installée, on ouvre pour vendre, parce qu'on a de quoi vendre. Nous, on a ouvert le marché, alors que le président, dans son discours de 2015, parlait de mettre en œuvre les conditions de l'industrialisation. Vous voyez donc qu'il y a un peu un décalage dans ce qu'il fallait faire. Parlons maintenant du secteur énergétique. Bon, oui, on peut dire on a 3 barrages qui vont être livrés. On a Menveleu, on a Meking et Lompanga. Mais il faut dire que des 3 barrages, Lompanga a commencé quand même à jouer son rôle depuis, au cours de l'étiage 2016. Parce que grâce à Lompanga, Eneo, le distributeur d'électricité, a économisé jusqu'à 30 milliards de francs CFA. Vous savez que lorsqu'il y a un déficit énergétique, Eneo doit faire tourner des centrales thermiques pour combler le déficit. Or, avec la mise en eau partielle, qui a permis de stocker 3 milliards de mètres cubes d'eau, lors de l'étiage 2016, le barrage a donc restitué ces 3 milliards de mètres cubes d'eau, ce qui a permis de garantir un débit de plus de 9 mètres cubes par seconde, et qui a donc permis à Sonlolou aider à produire plus d'électricité que d'habitude à la même période. Et c'est d'autant plus important que l'énergie est utilisée pour produire d'autres biens. Bon, c'est important, mais il faut dire que cette production est loin d'être suffisante, malgré tout. On le sait, mais on est quand même sur le chemin. Alors, Jackson Diké, parmi les autres éléments que le docteur Lom a énumérés tout à l'heure, il y a la ressource humaine. Au Cameroun, est-ce qu'on peut se féliciter de cette ressource-là? Elle est abondante et qualifiée? Bon, au Cameroun, on a jadis eu une ressource humaine très qualifiée. Bon, maintenant, elle est de moins en moins. Mais on peut constater qu'il y a quand même un socle qui est intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des améliorations très fortes au niveau de l'éducation de base et de l'enseignement secondaire. Maintenant, effectivement, un des grands critères de l'émergence, c'est aussi l'investissement dans ce qu'on appelle la recherche et le développement. Quelle est notre capacité à produire suffisamment d'ingénieurs, à produire suffisamment de techniciens, à produire suffisamment d'opérateurs dans les usines qui vont être créées pour pouvoir impulser vraiment, pour amener cette émergence. Je pense que là,
on n'est pas aujourd'hui sur la bonne marche, ça il faut le reconnaître. Il faut reconnaître qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire que l'analphabétisme a sérieusement régressé dans notre pays, mais on n'en est plus là. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'on soit apte à produire des cadres suffisamment formés pour pouvoir pousser l'économie. Et moi, je voulais quand même revenir sur la croissance, sur le taux de croissance du produit intérieur brut. On est tous d'accord qu'aucun pays n'a atteint cette émergence s'il n'a eu une croissance soutenue sur une durée, sur une certaine durée. Ça, vraiment, c'est le critère de base. Et là-dessus, il y a des efforts quand même à faire. Je pense que si le chef de l'État a décidé tout récemment de mettre sur pied un plan d'urgence pour accélérer la croissance, ce qu'il a lui-même compris qu'à ce niveau, il y avait à faire. Et on ne peut pas être émergent si on reste avec ces niveaux de croissance. C'est entendu. Docteur Lom, après avoir écouté les autres, vous qui êtes enseignant, s'il vous était donné d'attribuer une note sur une échelle de 1 à 10 au Cameroun en termes de marche vers l'émergence, quelle est la note que vous lui attribuerez? Bon, avant de revenir à la note, j'aimerais rebondir sur ce que Jackson a dit parlant des ressources humaines tout à l'heure. Moi, je crois que beaucoup est en train d'être fait. Je viens de l'université, je sais qu'on est en train de professionnaliser les enseignements. Au niveau des écoles d'ingénieurs, on en a beaucoup. Il y a l'école polytechnique, il y a les IUT, il y a l'Institut des mines par rapport à l'exploitation minière qui va commencer bientôt. C'est vrai que cette professionnalisation, j'allais oublier, il y a l'école inter-État de Sang-Milima qui va former des ingénieurs très très pointus. C'est vrai que cette professionnalisation, si on la vit au niveau de l'enseignement supérieur, au niveau du secondaire, c'est pas encore ça. C'est vrai qu'il y a des lycées techniques, il y a des lycées agricoles qu'on est en train d'ouvrir. La preuve, c'est juste les résultats du baccalauréat. Nous sommes encore à envoyer des enfants dans des séries A, B, C. J'ai rien contre ces séries, mais si vraiment on veut aller vers l'industrialisation, comme l'a dit Roger Betala, il nous faut davantage d'ingénieurs. Maintenant, vous me posez la question de savoir, sur une échelle de 1 à 10, qu'est-ce que je donnerais comme note au Cameroun dans son processus de marche vers l'émergence? Je crois que c'est une question assez difficile quand même. Je crois que nous sommes en train d'aller, et pour le moment, il est très tôt pour pouvoir, à mon avis, pour pouvoir donner une note. Probablement, les autres panélistes. Aboudi, je sais que vous avez une note à attribuer au Cameroun, mais je voudrais qu'on s'arrête un peu sur la question des réformes institutionnelles qui comptent pour un pays qui veut atteindre l'émergence. Au Cameroun, est-ce que tout va pour le mieux dans ce secteur? Bon, avant de répondre à votre question, je voudrais dire que je pense aussi, comme le docteur, qu'il est très tôt, parce que nous sommes en 2016, ça veut dire qu'à peu près, on a fait seulement 5 ans de mise en œuvre, enfin 5 ans sur le parcours vers l'émergence. Or, on a fixé cette émergence en 2035, donc sur 25 ans. Je pense qu'après 5 ans, attribuer une autre serait un peu difficile. Donc nous sommes au niveau des fondations. Mais oui, nous sommes en train de mettre les bases. Et il y a une évaluation, c'est vrai que c'est une évaluation triennale sur 3 ans, qui a été faite par il y a un comité, le comité interministériel de suivi de la mise en œuvre du DSE. Et justement, le constat, la conclusion était que l'aspect où on a le moins avancé, c'est les réformes institutionnelles. Il faut peut-être expliquer qu'est-ce qu'on met dedans. Il y a 3 catégories de réformes que le DSE a prévues. Il y a les réformes qui concernent l'administration. Il y a les réformes qui concernent, comment on va dire, qui visent à rendre le Cameroun davantage démocratique. Et il y a les réformes qu'on appelle les réformes économiques, qui sont liées notamment à l'assainissement du climat des affaires, à l'amélioration du climat des affaires. Donc, pour l'instant, d'après cette évaluation, c'est notre tendon d'Achille. Donc, moi, j'ai été surpris
au lieu de mettre un accent sur ces réformes, à la sortie de cette évaluation, qu'on est plutôt orienté encore sur des investissements avec le plan d'urgence. Donc, il faut mettre un accent sur les réformes. Qu'est-ce qui ne marche pas au niveau des réformes? Je prends un exemple concret. La gouvernance, la corruption, quels sont les problèmes liés à cette réforme-là? Prenons la justice. Vous savez qu'un investisseur a besoin d'être rassuré par la justice. Et pour qu'il soit rassuré, il y a 4 critères. Premier critère, quelle est la célérité de la justice? C'est-à-dire que combien de temps prend-on pour rendre une décision de justice? Et pour l'exécuter également. Voilà, combien de temps prend-on pour l'exécuter? Quel est le taux de surpopulation carcérale, par exemple? Et cette évaluation triennale a conclu que ces indicateurs ne préoccupent même pas le ministère de la Justice, parce qu'il n'y a même pas les données. Roger Betala, c'est un avis que vous ne partagez pas. Le Cameroun a fait quelques avancées dans ce secteur. Le traité OHADA, que le Cameroun a ratifié, va dans le sens de l'harmonisation du droit des affaires en Afrique. Pourquoi est-ce qu'on a créé le traité OHADA? C'est pour qu'un homme d'affaires qui vient investir ici puisse avoir les mêmes règles dans la sous-région, qu'il y ait de la visibilité et de la transparence dans la gestion des affaires. Donc le fait que le Cameroun ait ratifié le traité OHADA montre la volonté de vouloir faire en sorte que la justice se passe assez rapidement. Il y a également le code pénal qui vient d'être arrêté. Si vous le lisez, vous allez vous rendre quand même compte que les délais du justiciable sont de plus en plus courts. Il y a des efforts qui sont faits là-dedans pour la célérité de la justice. Il y a le nouveau code de procédure pénale qui également a des dispositions qui montrent que sur le plan judiciaire, il y a l'arbitrage qui a été mis en place par le JICAM aujourd'hui qui permet de régler certains problèmes sans qu'on soit obligé de passer par la justice. Moi, je dis du côté... Il y a également l'opération Épervier qui permet aussi... Il y a même cette volonté des pouvoirs publics d'assainir. Et puis, en ce qui concerne les réformes économiques, je dis le nouveau code, le code d'incitation aux investissements est un élément très important pour l'assainissement du cadre des affaires. Il y a peut-être certaines dispositions qui ne sont pas encore totalement mises en place, mais le code d'incitation aux investissements témoigne de la volonté des pouvoirs publics de permettre... une évaluation en termes de... Et puis, deuxième chose, moi je dis, moi j'ai pas peur de mettre la note concernant... Si on peut mettre une note sur 10 concernant l'émergence du Cameroun. Si moi j'avais à mettre une note sur 10, j'allais mettre 3 sur 10. Pourquoi 3 sur 10? En me disant qu'à 5 sur 10, on est déjà émergent. Donc je dis, nous sommes à peu près autour de 3. Pourquoi je le dis? C'est que je me dis, les uns et les autres ne connaissent pas bien la définition de l'émergence. Il n'y a pas une définition figée. Il n'y a personne qui a le monopole de la définition déjà de l'émergence. Il y a tout simplement un ensemble de dispositions qui peuvent vous permettre d'être émergent. Et je dis, à partir du moment quand on voit les fondamentaux de l'économie nationale, la lisibilité au niveau de la dépense publique, vous avez le nouveau code des investissements, vous avez le code de procédure pénale, vous avez un certain nombre, vous avez par exemple l'offre d'énergie, vous vous rendez compte que les fondamentaux de l'économie nationale se mettent progressivement en place. Et l'investissement part de là. Et puis à propos de ce qu'il disait à propos de l'éducation, le critère de l'éducation, c'est 95% pour les analphabètes. Lorsque vous avez 95% de gens du pays qui ne sont pas analphabètes, vous êtes déjà dans l'émergence. Et le Cameroun se situe à 89% aujourd'hui. Ça, c'est les dernières données de l'UNESCO. Je voudrais que Jackson Dike revienne sur, qu'on continue de parler de ces réformes institutionnelles, mais également sur ces points noirs en termes de réformes institutionnelles. Autant pour moi, on a la corruption, on a également des problèmes de gouvernance qui sont également de nature à freiner le Cameroun sur le chemin de l'émergence. Oui, mais sur ce qu'on va appeler globalement l'assainissement du cadre des affaires, il y a beaucoup d'avancées qui ont été réalisées ces dernières années. Peut-être après l'évaluation. Parce que moi, j'étais présent au dernier Cameroun Business Forum à Douala. Nous nous sommes tous surpris à constater qu'il y a énormément de réformes du cadre institutionnel, administratif qui ont été faites. Il y a un problème de communication, il y a un problème de vulgarisation. Que même la plupart des opérateurs ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et c'est souvent même des réformettes qui
se font dans les administrations, au niveau de la douane, au niveau des impôts, au niveau... Toutes ces administrations. La communication tout à l'heure, des impôts. Donc, on reviendra là-dessus dans un second temps. Bon, vous évoquez aussi... vous parliez un peu des problèmes de gouvernance que vous avez évoqués aujourd'hui avec tous ces comment on va appeler des fléaux tels que la corruption qui reste quand même une gangrène. Aujourd'hui, il faut suffisamment, je pense qu'il faut lutter vigoureusement contre la corruption, mais vraiment au niveau économique, c'est un vrai frein. On va marquer un deuxième arrêt dans cette édition de Scène de presse. Nous allons écouter le ministre des Transports, Edgar Alem Bungo, qui a procédé cette semaine à l'installation des responsables des responsables nommés à la tête de différentes structures, notamment le complexe industriel-portuaire de Kribi, le port autonome de Douala et également Camerco. Edgar Alem Bungo en focus. Premièrement, il faut voir le président de la République, n'est-ce pas, dans l'exécution de ses prérogatives constitutionnelles. Ensuite, et sans forcément être dans les secrets du président de la République, je crois que, à la lumière de ces actes, on peut percevoir le souci constant du président de la République de redonner une nouvelle impulsion au domaine des transports en général, et en particulier dans ces segments aériens, portuaires et maritimes qui sont stratégiques pour l'économie et l'émergence du Cameroun. Les défis dans le secteur des transports sont effectivement énormes, mais ils ne sont pas insolubles ni insurmontables. Il en est ainsi de Camerco. S'agissant du port autonome de Kribi, eh bien, le port autonome de Kribi doit relever un certain nombre de défis liés premièrement au port autonome de Douala, qui est, comme vous le savez, un port d'estuaire. Donc, le nouveau port en eau profonde de Kribi, qui a un tirant d'eau plus important, entre 16 et 17 mètres, et qui pourra donc recevoir des navires de plus grand gabarit, doit suppléer, n'est-ce pas, les insuffisances du port autonome de Douala. Et au-delà, sur le plan sous-régional, il y a un défi de positionnement concurrentiel. Il doit vraiment se confirmer comme un véritable port de transbordement. Bon, et s'agissant du port autonome de Douala, je l'ai dit à l'occasion de l'installation du nouveau directeur général, le grand défi là-bas, c'est la fluidité. De sérieux espoirs sont en train de poindre à l'horizon en ce qui concerne Camerco. Et je m'en tiens à ce sujet à la démarche méthodique que le président de la République est en train de suivre. C'est tout de même pour la première fois que le Cameroun a eu recours à un audit de la qualité de celui de Boeing, dont l'expertise est unanimement reconnue dans le monde. Le chef de l'État s'est dit que face à un grand malade comme Camerco, la première démarche doit consister à poser le bon diagnostic. Et c'est quand on a posé le bon diagnostic qu'on peut trouver les solutions les plus idoines qui sont susceptibles de garantir le redressement. C'est ce plan de relance que le gouvernement va implémenter pour redresser Camerco.
Bon, mais le chef de l'État est allé plus loin en se disant que il vaut mieux qu'il y ait peut-être de nouveaux responsables à la tête de Camerco pour garantir le succès de la mise en œuvre du plan de relance. Le 30 août 2016, je vais procéder à la signature d'une convention de partenariat entre le gouvernement camerounais et une firme portugaise pour apporter au Cameroun une solution au lancinant problème du transport urbain de masse. Et je peux vous garantir que avant la Coupe d'Afrique des Nations féminines de novembre 2016, il y a à peu près, pour commencer, une quarantaine de bus qui seront livrés. 25 au niveau de Yaoundé, 5 au niveau de Limbé, et puis une dizaine de bus VIP pour le transport des équipes et des délégations pour la CAN. Mais ce contrat n'a pas vocation à s'arrêter seulement avec la CAN féminine. Il va continuer à s'appliquer en prévision de la CAN masculine en 2019 et même au-delà. Retour sur le plateau de scène de presse et nous continuons de questionner les avancées du Cameroun vers l'émergence. Docteur Lom, le taux de croissance actuel de 5,9, de votre point de vue, est-il de nature à contribuer à l'émergence du Cameroun? Oui, effectivement, Lucrèce, c'est vrai qu'il y a des avancées qui doivent être faites. Parce que lorsqu'on regarde les taux de croissance des pays dits émergents aujourd'hui, généralement, c'est vrai, il faut une croissance soutenue. 2 chiffres, donc souvent 10%, et en moyenne, ces pays-là se situent à 6-7%, donc ça reste stable là. Et si on voit les statistiques concernant l'économie camerounaise, sur la période 2000 à 2014, le taux de croissance moyen a tourné autour de 3,2%. Ça veut dire que beaucoup reste encore à faire. Il y a un gap à combler là. Et comme on l'a dit sur ce plateau, beaucoup de réformes sont en train d'être faites sur le plan énergétique, sur le plan des institutions, sur le plan réglementaire. Toutes ces réformes, tout ce qui est en train d'être fait, l'objectif c'est, à mon avis, de pouvoir combler ce gap-là. Et comme on l'a dit, le délai, l'objectif est fixé à 2035. Nous ne sommes qu'à 5 ans. Donc on est on the way sur la voie vers l'émergence, à mon avis. Oui, si je peux ajouter quelque chose, c'est que moi je suis un peu, je sais pas, peut-être gêné. Parce que quand on fait une évaluation, on part toujours par rapport aux objectifs. Le Cameroun a commencé à implémenter sa marche vers l'émergence en 2010. Et il a fait un document qu'on appelle le document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Ce document a 3 axes, la croissance, l'emploi et la gouvernance. Et tout ça se décline en une vingtaine de politiques publiques. Et il y a des indicateurs par politique publique. Donc faire une évaluation, on peut faire une évaluation précise, indicateur par indicateur, et on va très bien voir que le chemin qui nous sépare, tout au moins, vers ce qu'on aurait dû réaliser sur la période 2010-2020, prévu dans le DSE, on a du chemin. Parce que quand on peut faire des évaluations, mais si on fait des évaluations précises, moi je prends un exemple. Parlons par exemple de l'emploi. Le taux d'insertion des diplômés des universités au Cameroun est de moins de 5%. Ce n'est pas moi qui parle, c'est le ministre de l'Enseignement supérieur qui a d'ailleurs l'objectif de porter ce taux à 15%. Ça, ce sont les données, ce n'est pas moi. Donc, ça montre que le chemin vers les objectifs fixés dans le DSE est long. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire, la Banque mondiale le dit, le FMI le dit, le président lui-même l'a dit.
Et c'est pourquoi il a mis en place le plan d'urgence. Sauf que le plan d'urgence a une faiblesse, c'est qu'on n'a pas quantifié exactement quels sont les objectifs concrets qu'on veut atteindre en ajoutant au DSE, le plan d'urgence. On a juste dit qu'on veut booster la croissance. Ce n'est pas un objectif clair. Roger Betala, je voudrais que nous reparlions du taux d'industrialisation du Cameroun. Vous disiez tantôt qu'on est en train de poser certaines bases pour l'industrialisation du Cameroun. Moi, on se rend quand même compte que ce taux d'industrialisation semble plutôt avoir régressé, alors que les autres États se projettent, essaient de développer ce secteur. Au Cameroun, on reste à peu près 26% si on prend les chiffres de 2014. C'est aussi un secteur qu'il faut développer au Cameroun. Bien évidemment, c'est un secteur qu'il faut développer. Moi, je dis 26% comme contribution des produits industriels aux produits intérieurs bruts. Je dis ce n'est pas excellent, mais c'est pas aussi mauvais que cela quand on voit la moyenne de l'Afrique au sud du Sahara. Le Cameroun a l'une des moyennes les plus élevées au sud du Sahara. Lorsque vous enlevez l'Afrique du Sud et peut-être un peu le Nigeria, c'est l'un des taux les plus élevés en termes de contribution des produits industriels aux produits intérieurs bruts. Mais beaucoup peut être fait. Et je dis, le plus important dans le chemin de l'industrialisation, c'est mettre en place une base d'industrialisation réalisable et de façon rapide. C'est-à-dire faire en sorte que les intrants à l'industrialisation soient accessibles et à un coût qui soit un coût soutenable. Et ça, c'est ce que va apporter les APE. Voilà. Bon, les APE, déjà, disons, le matériel d'équipement a de fortes chances d'être plus bas, sera sûrement plus bas. Il y a possibilité de mettre en place un système de joint venture commerciaux et même industriels avec les accords de partenariat économique, ce sera un peu plus encouragé. Et puis, il y a quelque chose de très important à l'offre d'énergie. L'offre d'énergie qui va s'améliorer, même si Membele aura quelques retards, mais il y a quand même aussi, il y a Drôme qui a un peu plus d'avance par rapport, par exemple... Bon, mais c'est déjà quand même quelque chose. Je dis, le véritable problème dans cette affaire, c'est les bases. Le barrage de Natigal qui arrive. Voilà, les bases. Il faut les bases et les objectifs à atteindre. Lorsque les bases, les fondamentaux sont bons, l'économie peut rebondir. Et je veux dire à mon jeune collègue que le DCE n'est pas la Bible. Ce n'est pas une Bible. Mais on l'a considéré il y a quelques temps comme la boussole pour le DCE est un indicateur pour atteindre un objectif qui peut être remis en cause en fonction de la conjoncture, en fonction même des réalités. On peut décider qu'au niveau du DCE, on met beaucoup plus en avant la production agricole que par exemple la production industrielle parce qu'on se rend compte que le marché agricole est plus favorable. Donc lorsque vous faites référence au DCE, ne parlez pas de ça comme le Nouveau Testament. Non. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un document qui a été arrêté par les hommes, approuvé par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, qui ont même aussi des limites énormes dans ce qu'ils font comme prévision et comme gestion même de ces structures, et que ce DCE doit être actualisé au fur et à mesure de l'évolution de l'économie nationale. Le véritable problème, moi je dis l'inquiétude serait que si on ne voit pas un mouvement vers l'avant, un mouvement vers l'émergence, et moi je dis... L'économie camerounaise aujourd'hui amorce un mouvement vers l'émergence. Il faut simplement le pousser. Et je dis, les offres d'énergie, les intrants industriels, on a même oublié l'agriculture de deuxième génération parce qu'il y a des programmes de développement dans le secteur agricole qui ne sont pas dans le DCE. Par exemple, certains projets agricoles ne sont pas dans le DCE de l'élevage, mais on est déjà en train de les implémenter sur le terrain. Donc je dis, le DCE c'est bon, mais ce n'est pas la Bible. C'est un document qui peut être revu, qui peut être amélioré, qui peut totalement même être mis de côté à un moment donné, lorsque nous pouvons avoir quelque chose... On l'a pas fait jusqu'ici, on l'a pas discuté. Je dis, le gouvernement, c'est des gens intelligents. Ils n'ont pas besoin de vous dire que... Mais je suis persuadé que... Est-ce qu'il y avait le plan d'urgence dans le DCE? Il n'y avait pas de plan d'urgence dans le DCE. Mais le gouvernement s'est rendu compte qu'avec les moyens qu'ils ont, avec la signature qu'ils ont, avec le taux d'endettement qui leur permet d'accéder aux flux financiers internationaux, on peut ajouter au budget d'investissement public un plan d'urgence.
Et ça peut aller plus vite. Pourquoi qui vous dit qu'on ne va pas mettre notre plan du genre dans 3 ans? Alors, Jackson Djiké, est-ce que l'économie camerounaise, qui est présentée comme une économie diversifiée, de votre point de vue, cette diversification-là est de nature également à contribuer à l'émergence du Cameroun? Le fait qu'on ne soit pas toujours tributaire des chocs pétroliers? Oui, le Cameroun, sous divers aspects, a de très très bonnes bases. La diversification de sa production déjà, sa production même industrielle dont le métal apparaît du tout, la diversification de son économie de manière générale est un atout. Bon, maintenant il faut que le problème que notre économie a véritablement, c'est sa capacité à conquérir un certain nombre de marchés qui sont même déjà des marchés environnants. Je pense que ça, c'est un vrai souci. Aujourd'hui, on n'a pas, au niveau, en termes de production industrielle, en termes de diversification de l'économie de manière générale, voilà, que ce soit, on sait que la contribution du secteur agricole, du secteur industriel, des hydrocarbures, tout ça, c'est globalement équilibré. Aujourd'hui, le Cameroun souffre beaucoup moins que d'autres pays, par exemple, de la baisse des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait de cette industrie si on ne peut pas aller conquérir le marché du Nigeria, si on ne peut pas aller conquérir les marchés environnants, et si demain, avec les AP, on n'est pas en mesure d'aller conquérir les marchés, le marché européen, parce que l'un des critères aussi, c'est le taux d'ouverture de l'économie d'un pays, c'est-à-dire sa capacité non seulement à recevoir ce qui vient de l'extérieur, mais sa capacité aussi à envoyer à l'extérieur. C'est un taux qui est aussi un des facteurs déterminants. Donc en cela, il faut que le Cameroun essaye de se mettre son économie aux normes qui lui permettent de conquérir des marchés exigeants et dans lesquels voilà, il y a une classe moyenne qui peut consommer et ça nous permettrait d'avoir un peu plus de ressources en interne. C'est entendu, Dr Lom. Pour finir, quelques pistes pour accélérer la marche vers l'émergence en quelques secondes? Bon, quelques pistes pour accélérer la marche vers l'émergence. Bon, déjà, il faut saluer à la suite de Jackson que l'économie camerounaise résiste bien aux chocs exogènes, contrairement à certains pays qui pourraient être qualifiés de supérieurs à nous. C'est le cas du voisin, parce que ça aussi c'est une des caractéristiques importantes des économies émergentes, votre capacité à résister aux chocs exogènes. Bon, maintenant en termes de pistes, il y a des efforts énormes à faire au niveau du développement des infrastructures dans le domaine des transports. C'est vrai, il y a le port de Kribi qui ouvre bientôt, il y a des réformes au niveau de Douala, et au niveau des routes, il y a des choses qui sont faites dont l'objectif est de pouvoir rendre accessibles des bassins de production. Au niveau de l'énergie, le transport de l'énergie doit être amélioré. Le chemin de fer, il y a d'énormes réformes à faire à ce niveau parce que le tracé du chemin de fer n'a pas changé. C'est vrai qu'il y a un projet dont l'objectif est de pouvoir accéder à davantage de bassins de production parce que vous savez, le chemin de fer joue un rôle important dans le développement des économies. Lorsque vous faites l'histoire économique de ce qu'on appelle aujourd'hui les nations industrialisées, le rôle du chemin de fer dans l'économie de la Grande-Bretagne, dans l'économie française, dans l'économie allemande, américaine et autres, russe, à la suite de la révolution industrielle est prépondérant parce qu'il joue exactement le même rôle que le commerce maritime, le transport maritime joue dans le commerce international parce que c'est le chemin de fer qui prend les produits de l'intérieur vers les ports et des ports vers l'intérieur. Donc tant qu'on a un chemin de fer qui n'est pas développé, qui ne répond même pas aux normes, parce que l'écartement qu'on a là, c'est pour ça que Camaraï, jusque-là, a du mal à trouver, à renouveler tout le temps son matériel roulant. Ça fait qu'il peut aller à certaines vitesses et, conséquence, ça alourdit les délais. C'est entendu, Dr Lom. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse. Le port autonome de Kribi a un nouveau chef. Il s'agit de Patrice Barthélemy Melom. Il a été nommé cette semaine comme notre responsable dans le domaine maritime. Et c'est lui que nous recevons dans la rubrique Portrait que signe Monique Félicité Tchouani.
La nouvelle de sa nomination a été rendue publique ce 23 août 2016 via le journal de 17h sur la radio nationale CRTV. Quelques minutes plus tard, euphorie générale dans le domicile de celui qui jusque-là occupait le poste de coordonnateur du comité de pilotage du port de Kribi. Je m'y attendais un peu, je le souhaitais en fait, même si je reconnais que ceci relève du pouvoir discrétionnaire du grand patron. Le grand patron, chef de l'État, Paul Biya, a donc jeté son dévolu sur Patrice Barthélémy Melom, qui devient le tout premier directeur général du port autonome de Kribi. Ça c'est l'intention du chef de l'État, que mon intention est de tout faire pour mettre mon énergie dans ce projet, de manière à ne pas trahir la confiance qu'il a placée en moi. Une confiance méritée à l'endroit de cet ingénieur statisticien impliqué depuis 2012 dans le suivi de la construction de cette gare maritime. Depuis bientôt un an, nous avons pour principale activité ici de préparer la mise en exploitation de ce port. Et je dois vous dire que nous n'avons pas encore fini. C'est une tâche immense que nous allons continuer. Et surtout que là, nous devons concrétiser les choses. Quand on aura signé les contrats, les opérateurs ont besoin d'un temps minimum pour s'installer. C'est autour de 3 mois. Je crois que ça nous donne, nous, aussi le temps, parallèlement, de peaufiner les choses de manière à ce que, optimalement, à la fin de cette année, qu'on puisse effectivement parler de démarrage des activités. Le port en eau profonde de Kribi a été créé au mois de juin 2016. 17 ans après celui de Douala, le tout premier port de la sous-région en quête aujourd'hui de renfort. Les tarifs, par exemple, sont déjà homologués par l'autorité portuaire qui a tenu à ce qu'il soit concurrentiel sur la côte ouest africaine. Nous avons une infrastructure moderne, nous avons des avantages naturels indéniables. C'est un port en eau profonde, des profondeurs de moins 15, moins 16, c'est assez rare. Si on a dans la tête qu'on doit respecter les procédures, qu'on doit produire des résultats, ça devrait bien se passer. Le nouveau patron du port de Kribi arrive à ce poste pétri d'expérience. De 1983 à 2016, il occupe des fonctions à la présidence de la République, au contrôle supérieur de l'État, dans les services du Premier ministre, au BUCREP et à la division des infrastructures. Originaire du département de l'Océan, sa nomination honore les populations de cette partie du pays. Ça peut paraître comme un avantage d'être de l'Océan, même si, pour ma part, je crois que il faudrait impliquer les ressources les mieux qualifiées. Je ne veux pas dire que je resterai sourd aux doléances des populations de l'océan, non. Mais il faut avoir de la mesure dans tout ce qu'on fait. Homme zen de 55 ans, Patrice Barthélémy Melom va combiner jeunesse et sagesse pour mener à bon port la vision futuriste du complexe industrialo-portuaire de Kribi. Retour sur le plateau de Scène de Presse et nous entamons la deuxième une de cette édition et nous accueillons le docteur Mabou Mabou pour questionner la communication gouvernementale. Alors docteur Mabou Mabou, d'entrée de jeu, dites-nous comment est structurée la communication gouvernementale au Cameroun? Je voudrais d'abord vous dire merci de l'invitation, ensuite saluer vos téléspectateurs qui nous regardent nombreux chez eux. Alors comment est structurée la communication gouvernementale? C'est une communication plurielle, certes centré sur le ministère de la Communication, mais chaque département ministériel peut communiquer. Il est évident
que le MINCOM est responsable de l'élaboration et de la mise en œuvre de la politique du gouvernement. Il peut également accompagner les autres ministères dans l'élaboration de leur stratégie de communication. Donc c'est une communication plurielle, en fonction des circonstances, en fonction des enjeux. Les différents départements ministériels communiquent. Mais l'activité centrale de la communication du gouvernement reste au ministère de la communication. Ceci étant dit, le ministère de la communication doit aussi promouvoir l'image du Cameroun. Il doit suivre un certain nombre d'activités comme les activités du Conseil national de la communication. Il doit promouvoir le pluralisme médiatique, etc., etc. Dans tous les cas, le ministère non seulement élabore la politique gouvernementale en matière de communication, mais il accompagne les autres secteurs, n'est-ce pas, pour communiquer au sujet du Cameroun. Alors, Abou Diatou, quelle appréciation faites-vous de la communication gouvernementale telle qu'elle est faite aujourd'hui? Alors, je pose la question à un journaliste de terrain. Oh ouais. Et vous enfin, c'est une appréciation mitigée. C'est une appréciation mitigée. Pourquoi? Première raison, j'ai du mal à cerner l'objectif de la communication gouvernementale. Je prends un exemple. Les APE entrent en application, en effectivité, le 4 août 2016 et on communique 2 semaines après. L'Union européenne communique le jour même et nous on communique 2 semaines après, lorsque les gens sont passés à autre chose par rapport à cet événement. Or, face à un événement qui suscite tant d'inquiétude, tant d'appréhension, on aurait dû communiquer avant pour expliquer aux gens de manière claire ce que ça signifie et où nous allons. C'est vrai qu'il y a eu des ministères chargés de la question qui ont fait 2 ou 3 communications, mais pour moi, par rapport à l'enjeu, ce n'était pas suffisant. L'autre chose, c'est que quand on est au contact des responsables de notre pays, on a le sentiment que pour eux, c'est comme une faveur. C'est-à-dire, vous donnez une information, vous donnez une explication par rapport à son travail, c'est une faveur. Et le problème de fond, c'est quoi? Le problème de fond, c'est que moi, je lis la communication gouvernementale, ou tout au moins son ampleur, je ne sais pas par ça, de notre niveau démocratique. Parce qu'en fait, les gouvernants communiquent pourquoi? Les gouvernants communiquent parce qu'ils ne sont pas le dépositaire du pouvoir final. Le dépositaire du pouvoir final, c'est le peuple qui leur a donné un mandat et donc ils sont tenus de venir lui expliquer ce qu'ils en font de manière quotidienne. Lorsqu'on n'a pas cet état d'esprit bien entré dans ses habitudes, on aura du mal à communiquer. Alors, Roger Bettel a une certaine opinion, et Abou Diatou vient un peu de le relever, une certaine opinion, disais-je, pense que la communication gouvernementale est essentiellement réactive. Elle n'est pas proactive, elle n'est pas offensive. C'est votre point de vue? Disons que le plus souvent, c'est une réponse que le gouvernement donne à une situation bien précise. Et ils peuvent avoir leur raison. C'est qu'ils réagissent aussi en fonction de l'évolution de la situation au niveau de la population. Parce qu'il y a parfois également des informations qui ne nécessitent pas tout de suite d'être commentées au moment où l'événement se produit. Il leur faut parfois, je ne veux pas les défendre, je ne fais pas partie du gouvernement, mais il leur faut parfois sérier la situation avant de donner la bonne information. Parce que se précipiter également peut amener les uns et les autres à commettre certaines erreurs. Donc, le ministre de la Communication, moi, il dit qu'il a un travail excessivement complexe. Parce que le jour où il ment, parce qu'il n'a pas eu la bonne information, parce qu'il s'est précipité, on va tirer sur lui. Je crois qu'il est préférable de donner la bonne information, même si elle est avec un peu de retard, que de donner une mauvaise information. Et moi, je dis, ce n'est pas évident lorsqu'on voit la complexité du monde. Bon, il dit l'Union européenne a communiqué le 4 août 2016. Bon, l'Union européenne a ses raisons pour lesquelles
Elle a communiqué le 4 août 2016. Communiquer 2 semaines après, ce n'est pas tellement du retard lorsqu'on voit comment évolue la mise en œuvre des accords de partenariat économique. Il y a des délais là-dedans qui permettent, qui donnent la latitude à un gouvernement pendant près d'une année, pendant plusieurs semaines de communiquer. Et comme lui-même l'a relevé, moi j'ai lu dans beaucoup de journaux des interviews des membres du gouvernement bien avant, le 4 août 2016. Il y a même eu notre collègue Bihina qui a organisé toute une émission, toute une rencontre au niveau de la presse de... Comment ? Presse francophone. La presse francophone. C'est ça aussi dans la communication. Non, je veux dire qu'il y a eu... Ce sont les actions de l'UPS. C'est les actions de l'UPS, mais je veux dire qu'il y a eu des réactions par rapport à cette conférence-là. C'était bien avant le 4 août. Donc, c'est justement de quoi nous parlons, Jackson, dit que cette tendance que le gouvernement a à réagir. Ailleurs, le gouvernement met un point d'honneur à présenter ses actions, ses orientations à l'opinion avant. Pourquoi chez nous, il faut toujours attendre qu'il y ait un événement pour réagir? Bon, moi, je pense qu'il faut globalement considérer qu'il y a une évolution par rapport à ce qu'on a vécu il y a encore quelques années. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement le gouvernement communique plus, mais par moment même, c'est vrai que, dans nos habitudes, peut-être qu'il y a un problème de stratégie à ce niveau, mais je considère vraiment, en ce qui me concerne, que le gouvernement aujourd'hui essaie de communiquer quand il faut. Moi, j'ai déjà assisté quand même à une séance un peu de préparation de ces communications, notamment du ministre qui est porte-parole du gouvernement. Ça demande vraiment de se renseigner. Quand il y a un attentat dans l'extrême nord, il faut appeler le colonel ceci, il faut que le ministre... Il y a quand même un certain nombre de validations qu'il faut avoir avant de communiquer. Par contre, là où je suis d'avis qu'il y a des lacunes, c'est au niveau de la communication économique. Parce que là, il faut effectivement être proactif. Il faut savoir se vendre. Et je trouve que en cela, le Cameroun, le gouvernement camerounais ne fait pas encore ce qu'il devrait faire. Parce que là c'est vraiment un domaine dans lequel il faut être très, très actif. Il faut être vraiment proactif. C'est pourquoi des pays aujourd'hui, comme la Côte d'Ivoire, qui font beaucoup moins d'efforts au niveau économique que nous, ont une apparente visibilité internationale qui est considérée comme au-delà de ce que nous on peut fournir. Voilà. Donc je pense qu'à ce niveau, il y a un vrai problème. Mais si c'est au niveau de la communication politique ou au niveau de la communication sociale de manière générale, je pense que, de mon point de vue, il y a une amélioration, il y a pas mal d'évolutions qui peuvent être constatées. J'ai simplement dit que la communication gouvernementale n'est ni défensive, ni offensive. Elle est pragmatique. Le gouvernement communique en fonction des exigences de l'actualité ou du temps. C'est une communication, bien sûr, il a dit que non, on communique, ce n'est pas une faveur de communiquer. Le Cameroun est engagé dans un processus de démocratisation et le ministère de la Communication est la vitrine de cette démocratisation. Regardez comment les points de presse, les conférences de presse sont faites. Vous avez les journalistes, un panel de journalistes qui appartient à toutes les obédiences politiques et chacun est libre de poser sa question. Et le ministre apporte des réponses. Ça, c'est nouveau. C'est la marque de Issa Chiroma. Et ça permet de voir que le Cameroun n'est pas seulement un pays qui se dit démocratique, mais comme la démocratie est jugée à l'extérieur à l'aune des médias, on se rend bien compte que Chiroma porte, n'est-ce pas, l'image d'un pays qui sort des ornières du parti unique et qui est vraiment avant Issa Chiroma Bakary, on a eu le professeur Augustin Kontu-Komeni qui communiquait également. C'était une période de crise, c'était une communication de crise. Nous ne sommes pas dans une communication de crise aujourd'hui. Nous sommes dans une communication, je dis, dans un contexte normal, d'évolution normale d'un pays normal. Et je crois que le ministre Chiroma porte très bien cette communication. Je voudrais que nous arrêtions un instant sur ces communications que vous évoquez tantôt. C'est toujours un membre du gouvernement ou au moins le ministre de la Communication face à un journaliste. C'est rarement des tribunes d'un ministre
des membres du gouvernement dans un journal, je ne sais pas moi, Le Messager, Le Jour ou Mutation, c'est jamais une présence dans des réseaux sociaux, c'est une quasi-absence des membres du gouvernement dans les réseaux sociaux qui pourtant construisent de plus en plus l'opinion. Oui, il aurait quand même dit quelque chose. La télévision est au centre de la galaxie des médias. Quand on communique à la télévision, les autres médias s'en inspirent et portent le message, qui dans la presse écrite, qui à la radio, qui dans les réseaux sociaux. Donc le choix du média télévisuel est un choix stratégique. Ce n'est pas par hasard que l'on choisit de communiquer à la télévision. Donc c'est un choix stratégique à partir duquel on peut faire passer le message à travers les autres médias. Donc, pour retenir cela. Alors, l'autre versant de votre question, j'ai peut-être l'ai oublié. La quasi-absence des membres du gouvernement dans les réseaux sociaux. Oui, on pourrait le penser. Je crois qu'il faut bien regarder, n'est-ce pas, Internet. Hein. C'est vrai qu'on n'y intervient pas tout le temps, surtout, mais les réseaux sociaux sont quelque chose d'extrêmement complexe dont il faut se méfier. Hein. Et donc, on gère avec beaucoup de temps. Le président lui-même est très actif sur Internet. C'est vrai. C'est son gouvernement qui ne suit pas. Non, on ne peut pas dire que le gouvernement ne suit pas. Regardez, chaque département ministériel a généralement un site sur lequel il peut informer. Mais il y a encore certes un peu de retard. On n'a pas encore la maîtrise complète de cette affaire. Et je dis bien que c'est un sujet extrêmement délicat, c'est un secteur extrêmement délicat. Et puis les réseaux sociaux. S'il faut regarder la cible pour communiquer, il faut avoir une cible. Les réseaux sociaux communiquent davantage, peut-être aux jeunes. Il y a une grande masse. Pas nécessairement, Jackson? Non, je disais que le président de la République est très présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, tous les actes que pose le président de la République, nous sommes dans les heures qui suivent, nous sommes notifiés via les réseaux sociaux. Voilà. Il y a effectivement un problème, il y a une vraie lacune là de notre gouvernement, des membres du gouvernement, de considérer que chaque fois, parce que quand je lis les communiqués, souvent je suis ébahi de constater le ministre qui dit, vraiment moi je n'ai aucune adresse sur Facebook. Voilà, on peut dire à la limite, voilà, il y a une adresse qui n'est pas la mienne, mais on ne doit pas se vanter aujourd'hui de ne pas avoir d'adresse sur Facebook. À la limite, nous y reviendrons. Jackson dit qu'il est temps pour nous de marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse pour suivre justement le ministre de la Communication, Issa Chiroma Bakary. C'est le deuxième focus de cette édition. À l'occasion d'un Conseil des ministres, le chef de l'État avait instruit son gouvernement, à l'ensemble du gouvernement, mais probablement à l'ensemble de tous ses collaborateurs, de faire et de faire savoir. Une manière donc de vous dire que le peuple qui exerce la souveraineté, détenteur de la souveraineté, doit à chaque instant être au courant de la manière dont la nation est gouvernée, afin que ce peuple, d'une manière ou d'une autre, participe à la gestion de la nation, au jugement également de sa propre nation. Les textes organiques du département dont je préside à la marche me font obligation de porter à la connaissance des Camerounais dans leur ensemble toute l'information digne d'intérêt, toute l'information qui mérite d'être portée à sa connaissance de manière générale. La deuxième constante relevant de ma compétence, au nom de la solidarité gouvernementale, puisque normalement lorsqu'un ministre est en prestation hors de son département, il doit se créer autour de lui la solidarité gouvernementale. Mais comme tous les membres du gouvernement ne peuvent pas cesser leur activité pour venir assister le ministre, moi donc par ma responsabilité, je suis donc tenu, et chaque fois que possible, d'assister donc un ministre qui est en prestation. Les textes organiques également me prescrivent d'organiser dans son ensemble la communication gouvernementale, dans son ensemble. En particulier, j'ai un lien structurel avec le ministre des Relations extérieures,
dont la vocation, la mission entre autres, d'informer toutes les missions diplomatiques installées au Cameroun, tous les gouvernements étrangers et également toutes les institutions internationales basées dans notre pays. Il y a des événements pour lesquels le gouvernement est proactif. Quand le gouvernement estime utile, pour avoir posé un acte d'importance, utile donc de porter à la connaissance du citoyen, du peuple qui détient la souveraineté, alors là, il n'y a pas de réactivité, il y a plutôt proactivité. Je monte au créneau sur instruction du chef de l'État, sur instruction du Premier ministre, chef du gouvernement, je monte au créneau. Mais maintenant, si le gouvernement fait l'objet d'une agression, d'une attaque, et ça arrive malheureusement, pendant que la presse s'en donne à cœur joie, plus à tort qu'à raison, relaie ce genre d'informations, le gouvernement ne se précipite pas, chère madame, parce que je ne peux pas relayer la rumeur. Chaque fois que je prends la parole, je la prends au nom du gouvernement et je donne l'information telle qu'elle est connue au niveau du gouvernement. Nous continuons de parler de la communication gouvernementale sur ce plateau de scène de presse. Aboudi-Otou, est-ce que le gouvernement, dans l'état actuel, dans le contexte actuel, peut se permettre ou alors peut-il faire l'économie de la communication via les réseaux sociaux? Je dis tout de suite non. Je dis tout de suite non. Le gouvernement ne peut pas faire l'économie de la communication sur les réseaux sociaux. D'abord, parce qu'il y a une bonne frange des Camerounais qui vivent à l'étranger, qui ont accès à l'information via ces supports. Et en plus, le gouvernement ne communique pas seulement pour ses citoyens. Parlons de la communication économique, par exemple, c'est-à-dire montrer ses atouts. Ce n'est pas dans mutation qu'un investisseur situé en Chine sera au courant qu'il y a un projet ou aussi c'est via Internet. Quelles sont les habitudes aujourd'hui, en 2016? Lorsque vous voulez vous renseigner, moi, par exemple, quand quelqu'un me donne sa carte de visite, dès que j'arrive chez moi, je tape son nom sur Google. Et j'ai un ensemble d'informations. Donc, on ne peut pas, en 2016, faire l'économie du tout de la communication sur les réseaux sociaux. J'en parlais peut-être en off. J'ai lu une étude très récemment qui tendait à démentir ce que le docteur Mabou disait tout à l'heure sur la place de la télévision dans l'information. Elle tendait à montrer que les gens s'informent de plus en plus via ces canaux qui ne sont pas, il faut le dire, toujours fiables, parce que tout le monde peut y mettre n'importe quoi. Et donc, il faut que le gouvernement soit présent pour montrer, enfin, pour donner son point de vue, pour montrer ce qu'il fait. Et donc, on ne peut pas faire cette économie. 2 secondes peut-être pour dire quelque chose sur les points de presse du ministre de la Communication. C'est vrai, on n'avait pas cette habitude. Donc, on peut déjà saluer qu'il y ait des points de presse. Mais regardez le casting des journalistes. Il est presque invariable. Qu'on parle d'économie, qu'on parle de science-fiction, qu'on parle de... Sauf à nous dire que ces journalistes maîtrisent tous ces sujets parfaitement. Moi, j'ai été surpris, par exemple, sur l'APE, qu'on n'ait pas convié les journalistes responsables de ces questions. Je n'ai pas vu M. Betala, je n'ai pas vu Parfait Siki, je n'ai pas vu Omer Bati. Je voudrais que nous revenions justement sur ces points de presse-là. Roger Betala, vous qui avez souvent, pendant des années, vous avez eu assisté à ce type de rendez-vous. Avez-vous toujours eu le sentiment, à la fin de ces points de presse, que on vous a dit toute la vérité? Est-ce que ce n'est pas également des lieux ou des rendez-vous où on tord un peu le cou à la vérité? D'abord, je voulais rectifier que j'étais comme un invité principal à la conférence du ministre de la Communication sur les accords de partenariat économique. J'étais le premier à prendre la parole et je crois qu'on a répondu pendant près d'1 heure aux 3 questions que j'ai posées qui étaient au centre de ces débats-là. La question que vous posez, surtout en ce qui concerne la communication économique. La communication économique a ceci que
il est difficile de tordre le cou à la vérité. Parce que la plupart des gens qui s'intéressent à l'économie savent à peu près quelle est la situation qu'il y a. Et puis, c'est facile de vérifier. Donc, et quand ce n'est pas l'économie, quand ce sont des faits sociaux? Donc, parfois, moi, je m'intéresse surtout à l'information économique, je dis, régulièrement, on a le sentiment que les statistiques parfois sont interprétées dans le sens du gouvernement. Et c'est de bonne guerre. S'il y a des statistiques sur le taux de chômage, un autre va voir une baisse du chômage, l'autre va vous dire cette baisse-là est la conséquence d'une situation de la conjoncture économique. Et je me souviens ici, il y avait une expression à l'époque de la crise économique, tout le monde disait c'est à la crise économique, c'est parce que la conjoncture économique internationale est difficile. Alors qu'en fait, la crise économique est également due à la mauvaise organisation interne de l'économie nationale. Donc, régulièrement, en fait, chacun fait sa communication en fonction de ses intérêts. Et je dis, le véritable problème dans cette affaire, c'est que le journaliste qui assiste, parce que vous parlez seulement de la communication, mais le journaliste qui reçoit l'information doit être capable de la maîtriser, de la contredire, de l'analyser, et ce n'est pas toujours le cas. Alors, docteur Mabou, est-ce qu'on peut assister à une conférence de presse où le gouvernement reconnaît, par exemple, qu'il s'est trompé sur tel ou tel événement ou sur telle ou telle action et qu'il va corriger? Rarement, on a des mea culpa dans ce genre de rencontres. Généralement, les États ne se trompent pas. Les États ont leur Les individus se trompent. Bien sûr. Et ce sont les individus qui implémentent des actions sur le terrain. Si vous me permettez, les États ont leurs intérêts qui défendent bague et ongle. Vous avez vu l'Amérique en Irak. L'Amérique n'a jamais dit qu'elle s'était trompée. On a arrêté Saddam Hussein, on l'a jugé, on l'a pendu. Le pays aujourd'hui a feu à sang. C'était une guerre fondée sur un mensonge. L'Amérique a dit un jour qu'elle avait fait une guerre basée sur un mensonge. Les États se trompent rarement parce que les États ont aussi des sources d'informations qui leur permettent de les orienter et de justifier leur position. Donc pour nous, au Cameroun, c'est pas encore... Non, je ne sais pas sur quel sujet on aurait pu dire nous nous sommes trompés. Sur la guerre contre Boko Haram, nous disons ce qui est. Nous nous battons pour défendre notre pays. Nous disons notre vérité. Sur quel sujet? Sur les APE, il y a eu 3 ministres qui étaient là, autour du ministre de la Communication. C'est inédit. 3 ministres qui arrivent au ministère de la Communication, qui parlent des APE devant un journaliste qui appartient à tous les bords politiques et qui j'allais dire, qu'est-ce que j'allais dire? Enfin, chacun dit ce qu'il pense. Mais qu'est-ce qu'on peut améliorer dans cette communication-là? Est-ce que tout n'est pas parfait? Non. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Ce qu'on peut améliorer, c'est effectivement la communication économique. Ce qu'on peut améliorer, c'est surtout les réseaux sociaux. Il faut s'attaquer aux réseaux sociaux. Il faut être présent sur les réseaux sociaux. Il faut montrer notre perception, notre vision, notre vérité à travers les réseaux sociaux. Donc ça, c'est important. À travers les réseaux sociaux, même, il faut mobiliser les Camerounais de la diaspora pour qu'ils viennent au secours de leur pays, pour qu'ils participent avec les Camerounais qui vivent à l'intérieur et qui participent à construire ensemble ce beau pays. Il faut peut-être aussi revoir le profil de ceux qui travaillent dans les cellules de communication, où on retrouve des instituteurs, des Je ne sais pas si on retrouve les instituteurs, mais ce que je sais quand même, les responsables des cellules de communication sont généralement des journalistes. Peut-être qu'il faut y associer des archivistes pour garder l'information, pour structurer l'information. Pour les former? Si on forme des documentalistes au Cameroun, il faut y associer peut-être les spécialistes de la communication, les organisations, pour donner notre orientation. Donc il faut rendre cela pluriel pour donner de la dynamique et de la force, n'est-ce pas, à cette communication ministérielle. Là, peut-être qu'il y a un déficit qu'il faudra combler. Merci, docteur Mabou. Place à l'image collatérale. Pierre Egembe, qui sera collaté ce soir? Chers amis collatéristes, je suis heureux de vous retrouver à cette rubrique d'images collatérales. Je suis tout de blanc vêtu, tout simplement parce que nous allons parler de pureté. Pureté parce qu'il y a des naissances, pureté parce qu'il y a des mariages ou à scène de presse, des événements, que d'événements heureux. Mais laissez-moi sacrifier à un rituel. Je vais d'abord aller féliciter Christian Abo, notre technico-artistique. Christian Abo. C'est le fils de Christian Abo. Ouais, Christian, tu es père. C'est ton premier enfant, non? Oui, oui. Tu hésites. C'est le premier. C'est le premier. C'est le premier. 4 kg 600. Ouais. Dis quand même un message à madame, non? Elle s'est battue, 4 kg 600. Un mince gars comme toi. Ben, félicitations à Gladys Eva. Juste félicitations et merci beaucoup.
Félicitations. La première fois, faire attention au gars, il fait un gros bébé. Un très beau garçon, hein. Je sens qu'il sera comme son père. Qualité supérieure dans la technique, dans le montage. Je tiens également, comme on a parlé de pureté, à féliciter Simon Goumou, l'un des pionniers de scène de presse. Il a convolé en juste noces hier en soirée avec Élise Flore. Simon n'a jamais dansé comme ça. Regardons encore. Il y a même la présentatrice du journal du week-end, Atta Badine Oumar. Après le journal, je ne savais pas qu'elle fonçait là-bas. Je l'ai découverte. La question centrale, n'est-ce pas, de cette édition, qui va être collaté ce jour? That's the question. À scène de presse et notamment à Images Collatérales, on ne blague pas quand on s'amuse. On dit ce qu'on promet et on fait ce qu'on dit. Les images d'Aimé Robert, le mariage d'Aimé Robert. Aimé Robert s'est marié sur les hauteurs du Mont Phébé. Grande fête, hein, c'était à la mairie. Il y avait des invités de marque. La crème de Yaoundé, hein, lui-même il était très bien, hein, très beau dans sa tenue. Sa femme également. Vous savez comment s'appelle sa femme? Aimé Robert, toi me donne le nom de ta femme. Mon Safi. Mon Safi, Aimé Robert. Ce gars aime la danse, il aime la fête. Et il y avait Biberon Cerveau qui était l'artiste invité, hein, en journée bien sûr. Et Aimé Robert, comme à son habitude, il a dansé. Aimé Robert ne savait pas que pendant qu'il dansait, il y avait un autre danseur de première catégorie, le secrétaire général de l'Assemblée nationale. Le secret d'un bon mariage, c'est que le marié et la mariée s'impliquent. Si vous allez vous asseoir et que les gens viennent faire les choses à votre place là, vous allez être désagréablement surpris. C'est pour ça que j'ai demandé qu'on vienne regarder. Il faut l'appeler. Il faut qu'elle vienne mettre là. La fête, le soir, s'est bien déroulée. Il y avait toujours des invités de marque. Comme à son habitude, Aimé Robert, il aime la danse. Il aime la danse. Quand il était au lycée des Koudou, on l'appelait Nkodositomi. Rantanplan était la danseuse de Nkodositomi. Bon, maintenant, observez, vous allez me dire, qui est Rantanplan dans le cas d'espèce là? Était le collateur. Le collateur était là. Son travail, c'était quoi? Faire le plus important. Ramasser l'argent du farotage. Aimé Robert, je te souhaite bon vent. Tu es marié maintenant. Tu es coupé de tout ce qui pouvait nous arriver à l'époque là, comme ce genre de situation. Bon, ce genre de situation ne peut pas arriver à Aimé Robert. Il est sérieux. Un peu comme moi, n'est-ce pas, Claude? Oui. Voilà, alors. Pierre Ebembe, l'image collatérale. Et maintenant, nous retrouvons Martine Noël Ndengue pour les unes du lundi. Bonsoir, Martine Noël. Bonsoir, Lucrèce, chers téléspectateurs de scène de presse, bonsoir.
Ouvrons cette édition des Unes du lundi avec le journal Éco Matin qui donne la parole au nouveau directeur général du port de Kribi. Patrice Melhomme se prononce entre autres sur l'avenir du port de Douala qui a à sa tête un nouveau directeur général. Sirius Ngor est aux commandes depuis mercredi dernier. Des déclarations à lire en pages 7 à 10. À découvrir également dans ce numéro 049 du journal de la rue CPR, le bilan des activités du SAGO 2016 qui a fermé ses portes ce dimanche. La vitrine du Cameroun organisée à Yaoundé a fait la part belle à l'agriculture cette année. De la rentrée scolaire 2016, Éco Matin choisit d'enquêter sur le mal des librairies qui font face aux vendeurs ambulants. L'enquête est en page 13. À une semaine de cette rentrée scolaire, justement, le jour de ce lundi barre sa une avec cette actualité au ministère des Enseignements secondaires. Selon le quotidien Bleu, les nominations des proviseurs sont bloquées à la primature. Intégration a choisi de consacrer sa une de ce 29 août aux nouvelles dans la tanière de la refondation chez les Lions indomptables aux tactiques du sélectionneur national Hugo Bross. Le journal de Thierry Ndon nous dit tout en page 12. Dans cette même édition, la tribune des communautés parle de la présidentielle gabonaise, comment l'élection s'est déroulée à Yaoundé et le choix des Gabonais de la capitale camerounaise. C'est à lire en page 2. Le mensuel international Édifice évoque aussi cette présidentielle au Gabon. Présidentielle au Gabon entre alternance et changement. Pour en savoir plus, procurez-vous le numéro 11 en kiosque. Ce numéro met à la une le pape François qui fait des déclarations sur l'enfer et sur Adam et Ève. Loin de la vie paisible d'Adam et Ève au jardin d'Éden, c'est la situation des épargnants de la Cométie. Comme nous l'apprend Mutation, les clients de cette microfinance sont en colère. Après Bafoussam, ils ont fait un sit-in devant la direction générale de la Cométie à Douala pour revendiquer leur argent afin de préparer en toute sérénité la rentrée scolaire de leurs enfants. Lucrèce, madame, monsieur, c'est tout pour ces unes du lundi. Pour avoir les détails de ces informations, les journaux sont en kiosque au prix habituel. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine, Martine Noël Ndengue. C'est la fin de cette édition de Scène de presse. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Merci à vous, chers invités, d'être venus. La presse quitte la scène. Merci. Bonsoir.